Eh bien, bonsoir à tous. Voici notre dernier temps du thème annuel concernant les défis de l'humanité, ou bien la spiritualité à l'épreuve du quotidien. Cela fait donc 11 mois que nous observons un certain nombre de défis, un certain nombre de problèmes, et que nous cherchons la solution. Non pas une solution pratique, mais on cherche à trouver intérieurement à quoi ça correspond, et en quoi nous-mêmes nous pouvons répondre à cela. Et on s'est aperçu que, on va naturellement redétailler cela, qu'à chaque fois, ça nous concerne au plus haut point, parce que finalement, la réponse, elle est en nous. Et qu'à chaque fois, nous pouvons y faire quelque chose, parce que c'est en nous que nous portons ce défi et cette problématique, et naturellement, les réponses qui peuvent aller avec. Naturellement, tout cela prend du temps. Et c'est toujours intéressant de voir que le temps individuel est très différent du temps de la société, du même très différent du temps de la planète Terre. Et que lorsque nous initions un certain nombre de changements dans notre quotidien, et donc ça va relativement vite, quelquefois en quelques mois ou en quelques années, on aimerait bien que aussitôt ce temps se répercute dans la société. Et on dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Pourquoi ça ne change pas assez vite? Qu'est-ce qui se passe? Et encore plus du point de vue de la planète Terre. Or pourtant, c'est vraiment quelque chose qui est un jeu de patience. Le temps n'est pas les mêmes. Et même nous, si nous faisons ce qu'il y a à faire, même si nous ne voyons pas forcément les changements, même si pour bon nombre de ces problèmes que nous allons revoir tout à l'heure, nous serons certainement morts avant qu'ils soient complètement résolus, eh bien, ça n'a aucune espèce d'importance. Nous aurons ajouté quelque chose. C'est-à-dire nous avons ajouté quelque chose d'une petite brique. C'est vrai que le monde de la forme disparaît assez vite, le monde de la conscience, lui, progresse sans arrêt et ne régresse jamais. Et c'est ça qui est important. C'est que chacun d'entre nous, nous pouvons ajouter quelque chose et faire que le monde progresse sans, de notre part, attendre quoi que ce soit. Aucune impatience. Je vous dis ça parce qu'on va le revoir tout à l'heure par rapport à un certain nombre de problèmes dans lesquels on serait en mesure de demander un peu plus de vitesse, un peu plus de rapidité dans la prise de conscience. Mais ça ne marche pas comme ça. Avant d'en venir au thème de ce soir, concernant justement le dernier défi, Terre en danger, fol espoir, faisons un petit peu le résumé de tout ce que nous avons vu cette année. C'est toujours intéressant, lors de la dernière conférence, de chercher à résumer tout ce que nous avons pu dire. Naturellement, c'est très 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 succinct, mais c'est simplement dans le but de trouver une cohérence. C'est vrai que les conférences souvent se succèdent comme ça, mois après mois. On imagine bien et on voit bien quelquefois qu'il y a réellement quelque chose de très logique et de cohérent, mais c'est peut-être intéressant d'arriver à le faire ressortir d'une manière un peu rapide, d'une manière un peu synthétique. Ça vous permet en même temps, si vous êtes intéressé plus par tel ou tel sujet, de vous reporter éventuellement donc à la conférence en question. Nous avons donc commencé au mois de janvier donc de cette année par une conférence qui s'appelait « Qui a raison et qui a tort ?» C'était quelque chose de très important parce que c'était le premier problème, je vais vous tous les indiquer ici, parce qu'on va s'y référer tout à l'heure, c'était le problème de la vérité. Ah, ce problème de la vérité qui est un des plus importants concernant l'humanité. Qu'est-ce que la vérité et qui a raison ou qui a tort? Et nous avions vu que par rapport à cela, c'était intéressant parce que cette conférence était en sorte une introduction à la manière dont nous allions étudier tous les autres sujets. Je vous disais, c'est vraiment important de voir qu'on va comprendre maintenant comment on va aborder les autres sujets grâce à ça. En effet, généralement, par rapport à la vérité, ou pour comprendre les problèmes de l'humanité, ou pour comprendre ce qui se passe, on a l'habitude simplement de s'en référer aux faits. Et généralement, donc, ce qui compte et ce qui paraît important, ce sont toujours les faits. Et souvent, des journalistes ou des historiens ou des gens qui essayent de nous expliquer les problèmes nous disent bah, ça, c'est parce que quelques années avant, il y a eu ça. Puis il y a eu ça parce que quelques années avant, il y a eu ça, etc. Donc on remonte comme ça dans le passé, mais on remonte toujours de fait en fait. Et ça n'explique jamais rien. En fait, ce que nous avions vu, c'est qu'il fallait imaginer quelque chose de très très important, une espèce de triangle comme ça, parce que l'hypothèse de base sur laquelle on travaille, c'est que tout ce que nous appelons des événements, des faits, des choses concrètes, ne sont que la concrétisation d'énergie subtile.
lesquelles énergies subtiles sont elles-mêmes issues d'idées fondamentales. Donc tout ce qui existe tout d'abord et fondamentalement, ce sont des concepts, ce sont des lois, ce sont des idées qui progressivement descendent, se mettent en œuvre et aboutissent à ce qu'on appelle des événements et des faits. Mais comme ça passe à travers nous, comme ça passe à travers l'imperfection humaine, bien évidemment, entre l'idée originale et sa mise en œuvre en bout de course, on a plein de déformations, voire des inversions constamment. Et quand on veut essayer de comprendre quelque chose, il faut arriver finalement à remonter le long du triangle, à remonter progressivement des faits vers les énergies, des énergies vers les idéaux, et des idéaux vers les idées, et les idées vers les concepts, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver le point d'origine. Et à partir de ce moment-là, on dit « Ah, mais c'est de là d'où ça vient !» Voilà pourquoi cette année, nous avons vu beaucoup de rayons. On a étudié pour un certain nombre de problèmes les rayons, parce que ce sont des énergies, les qualités de rayons. Et qu'à partir de là, on dit « Mais si c'est cette telle énergie qui est en cause dans telle problématique, alors il faut qu'on s'imprègne, nous, humains, un peu plus consciemment de cette énergie et qu'on la fasse à nouveau passer vers le bas et qu'on la matérialise à nouveau. Mais cette fois-ci avec un minimum de déformation. Et si possible, pas du tout de déformation. Bon, là, on ne peut pas exagérer. Voilà le travail. Donc c'est vrai que pour comprendre finalement ce qui est vrai, ça nous amène à amener comme ça vers le haut, remonter depuis les faits vers l'idée fondamentale, et à partir de là de voir comment est-ce qu'on peut ramener ces énergies pour vraiment amener donc quelque chose d'autre. Naturellement, ce qu'on disait avec, c'est que nous n'allions absolument pas du tout chercher de solutions concrètes. C'est pas du tout notre boulot. Ce qu'on cherche, c'est voir comment l'être humain, en tant qu'être doué de conscience, peut utiliser ces énergies. Selon la fameuse phrase, nous sommes tous des êtres manipulés par des énergies et manipulant des énergies. Et comment est-ce que finalement nous pouvons faire cela de manière à changer les choses? Mais aucune solution concrète n'a jamais été évoquée ici. C'est pas le travail. Naturellement, qui a raison, qui a tort? C'est toujours ce qu'on se pose à travers ça, parce qu'on peut dire, est-ce que tu crois que tu as raison? Tu dis ça, mais est-ce que ça ne peut pas être autre chose? Nous avions vu que là aussi, ça dépend du triangle. Et qu'on a toujours tort de vouloir avoir raison, systématiquement. Et qu'il fallait simplement comprendre que nous avons tous des raisons qui sous-tendent nos vérités. Moi, je crois que j'ai la vérité pour telle ou telle ou telle raison. Mais naturellement, que valent mes raisons? Et mes raisons, elles sont forcément très très limitées. Et que plus nous remontons le triangle, plus nous avons de meilleures et de plus grandes et de plus subtiles et de plus en plus abstraites raisons de penser des choses différentes. Donc on n'a jamais raison. On a des raisons limitées qui sont sans cesse à élargir, à agrandir de plus en plus, de manière à ce qu'à un moment donné, on puisse dire, voilà, pour l'instant, ceci est ce que je conçois comme étant la vérité, mais toute vérité est vraiment de nature temporaire, forcément. Voilà, ça c'était l'introduction à tout ce travail. Ensuite, nous avons attaqué le deuxième problème, tout à fait d'actualité, le problème des frontières. Avec la conférence « Le monde a-t-il un cœur ?» Le monde a-t-il un cœur? Naturellement, le problème des frontières, on pourrait dire que c'est vraiment le problème dont on pourrait dire, bah oui, c'est vrai que c'est un petit peu malheureux quand même ces frontières, tous les problèmes des migrants, des immigrés, tous ces gens qu'on laisse à leur porte, qu'on refuse, ou qu'on reçoit, mais tellement mal, alors qu'il y a tellement de richesses chez nous, il y a tellement de pauvreté par ailleurs, mais on ne peut pas non plus tout ouvrir, on ne peut pas non plus, enfin, c'est quand même difficile. Et puis on a l'impression que ça dépend surtout des États, ça dépend pas spécialement de nous. Et naturellement, nous avions initié ce travail en disant, mais si, comme tout ce qui va suivre, tout dépend de nous. Et on avait vu comment nous avons aussi nos propres frontières à l'intérieur de nous. Oh, non pas des frontières géographiques. C'est vrai qu'on aime bien nos frontières, mon chez-moi, mon jardin, on a bien nos barrières, on a bien nos limites, etc. Non, non, mais c'est nos frontières intérieures. C'est toujours au niveau intérieur que ça se passe. En effet, les frontières, c'est vraiment la capacité d'être tranquille. C'est d'avoir un précaré dans lequel on est tranquille et dans lequel on a réussi à trouver une certaine harmonie. C'est pour ça qu'on avait étudié d'ailleurs le rayon 4 à ce moment-là. Cette harmonie fondamentale dans laquelle on est bien et dont on n'aime pas être dérangé. On n'aime pas que d'autres nous dérangent. Finalement, qui nous dérange? Qui nous est étranger? Il y a forcément des étrangers qui nous dérangent. Oh, pas forcément des gens qui viennent, hein, mais des idées, des idéaux, des attitudes, des choses comme ça chez les gens, des relations, des tas de choses qui nous perturbent un peu, puis qu'on n'aime pas, et puis qu'on laisse en dehors. Et souvent, même, on met des frontières. Non, non, stop, non, 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 ça suffit. Non, je vais pas entendre. Ah non, non, mais alors lui, alors... Vous voyez, donc on met sans arrêt finalement comme ça des frontières qui sont là et qui nous bloquent. C'est sûr qu'on doit avoir des limites, hein, et on a tous des limites. Mais vous voyez, comme une limite, c'est pas une frontière.
Une limite, c'est quelque chose qui doit être progressivement élargi, agrandi. Une frontière, on voit bien que quand on le met, stop. Voilà, tu dépasses pas ça. Tu vas agrandir ta frontière? Certainement pas. Et donc on voit bien que c'est d'abord en nous, et d'arriver à concevoir toutes nos frontières, tous ces aspects qu'on a en nous, qui nous protègent et qui nous harmonisent, et qui font que, forcément, on n'est pas encore complètement de cœur. Donc, on n'est pas complètement à supprimer toutes les frontières. Donc, notre attitude intérieure nourrit toutes les attitudes extérieures concernant les frontières. Quand on est véritablement de cœur et qu'on reconnaît l'humanité une, on sait très bien qu'il n'y a aucun étranger sur Terre. Dans l'humanité une, comment pouvons-nous imaginer qu'il y ait des étrangers? Eh bien, pas possible. Donc c'est là où on voit justement tout le processus que nous avons à travailler. Ensuite, autre problème tout à fait d'actualité, le problème des extrémismes. Alors naturellement, ce problème des extrémismes, tout de suite quand on pense extrémiste, on pense un peu terroriste. On pense un petit peu à des gens qui sont tellement extrémistes, qui sont vraiment pas terroristes. C'est pas forcément ça. L'extrémiste, c'est quelqu'un qui soutient des positions radicales concernant un idéal ou des idées. Et, voilà. Et pour lui, il n'y a que ça, et il n'y a que ça qui compte. Il est absolument sûr d'avoir la vérité, sans problème. Ça, ce sont des extrémistes. Naturellement, quand on pense et quand on parle d'extrémistes, on parle extrémistes religieux ou politiques, etc., les extrêmes. Mais là aussi, on avait vu que ce n'est pas la peine d'aller chercher si loin, ou apparemment si grave, ou apparemment si loin de nous, et que nous aussi, nous étions remarquablement des extrémistes, régulièrement. Et qu'il nous arrive régulièrement dans notre quotidien d'avoir des positions extrêmes. Souvent des positions dans lesquelles on est absolument certain que c'est ça, et puis c'est pas autre chose. Et combien on peut affirmer que c'est sûr que c'est comme ça, et que c'est pas autrement. Et donc, à chaque fois que nous sommes comme ça, à chaque fois que nous affirmons cela, nous sommes effectivement quelque peu extrémistes. On a vu que c'était dû à la nécessité de l'individualisation. On avait même étudié le rayon 6 à propos de ça. On a vu qu'effectivement, à chaque fois que l'humain a besoin de s'individualiser, a besoin de s'affirmer, a besoin d'exister dans son moi, surtout quand on grandit en âge, à un moment donné, on va tous devenir des extrémistes, même si après on met un peu, comme on dit, de l'eau dans son vin, parce qu'à un moment donné, on a besoin, face aux autres, de s'exprimer, de s'extérioriser, dire c'est comme ça, et c'est pas autrement, et je prends telle position, et pas telle autre. Et que très très régulièrement, nous aussi, nous sommes des extrémistes. Naturellement, encourageant par là même, n'oublions pas que tout communique sur les plans subtils, encourageant par là même tous ceux qui vont beaucoup plus loin dans les extrémismes. Mais nous participons de cela. Vous voyez, ce qui est intéressant, on le voit à travers ces deux problèmes, c'est qu'apparemment, tous les problèmes qui sont extérieurs, ou toutes les solutions qui vont apparaître, ça vient de nous. Parce que nous sommes tous branchés sur les mêmes réseaux intérieurs. Et que ce que nous pensons, ce que nous vivons, ce que nous refusons, ce que nous acceptons, ça forme des égrégores, ça forme des ensembles qui nourrissent tout ce qui se passe dans le monde, en positif ou en négatif. Donc nous ne sommes absolument pas innocents ou pas du tout partie prenante de tout ce qui se passe. C'est évident que nous sommes en responsabilité de tout cela. Donc le problème des frontières, le problème des extrémismes, c'est nourri par nous. Et par conséquent, c'est aussi la possibilité d'en venir à bout à partir du moment où nous sommes de plus en plus nombreux à être vraiment en ouverture, en compréhension aimante et non pas en extrémisme, de cœur et non pas en mettant des frontières. Voilà, c'était les trois problèmes de l'hiver. Et puis nous avons abordé les problèmes donc du printemps avec quelque chose d'un petit peu différent, le problème des énergies, le problème de l'énergie. Avec une conférence qui avait un titre qui pouvait paraître un petit peu étrange, de l'énergie fossile à la conscience globale. De l'énergie fossile à la conscience globale. Ça, c'était pour mettre en évidence que tout le processus de l'énergie, d'une manière générale, est complètement en rapport avec la conscience. Notre conscience, c'est de l'énergie. Donc, finalement, notre conscience interagit, comme je viens de vous le dire tout de suite, au niveau mondial, parce que c'est de l'énergie. Et que, naturellement, la conscience, lorsqu'elle se manifeste de plus en plus, donne ce que nous, on appelle des énergies. Or, nous avions fait le point, justement, sur la crise de l'énergie telle qu'elle se présente à nous en ce moment. On avait vu que, pour l'instant, nous utilisions ce qu'on appelle des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, qui sont donc les décompositions des forêts du Carbonifère.
Et que par conséquent, on utilise ça et on brûle cela. Et que la grande question se pose de dire, bon, qu'est-ce qu'on va devenir quand il n'y en aura plus? On a à peu près 150 ans de réserve. Mais nous avions vu que pour l'écologie, c'est même pas question de savoir si on a des réserves ou pas. Il faudrait immédiatement arrêter et le plus tôt possible. Stop à cela. Donc on va même pas brûler les réserves, il faut les laisser dans le sol. Sinon, ça change tellement le climat, ça bouleverse tellement tout qu'on ne va pas s'en sortir vivant. On va en reparler tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que là aussi, c'est une analogie avec ce que nous vivons. En effet, le rayon 6, c'était l'ère des poissons. Ça fait 2000 ans. C'était l'ère de l'individualisme. C'était l'ère pendant laquelle l'humanité se les jouait complètement individuelle, égoïste, particulière. Ok. Maintenant, nous entrons dans l'ère du Verseau, qui est l'ère du groupe, l'ère de l'ensemble, de la coopération. L'histoire du charbon et du pétrole, ça va occuper 300, 400 ans maximum de l'histoire de l'humanité. Juste dans l'interférence, dans le passage entre la fin du rayon 6 et le début du rayon 7. C'est comme si finalement on disait, eh bien c'est le symbole de notre conscience qui en finit avec les énergies fossiles. Et finalement ce stop aux énergies fossiles qu'on dit maintenant par rapport à la santé planétaire, c'est aussi de dire stop à cette conscience fossile. Actuellement, à conscience fossile, énergie fossile. Actuellement, nous sommes toujours à brûler ces énergies fossiles parce qu'on a toujours du mal à se sortir de l'individualisme, de l'égocentrisme humain. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que c'est le même combat. En finir avec ces énergies fossiles, c'est en finir aussi avec ce processus de l'individualisme et passer à autre chose. Oui, mais quoi? Bah, c'est vrai que nous avions vu que nous sommes en train de passer à l'ère du cœur, à l'ère de la globalité, à l'ère d'ensemble, à l'ère du groupe, et que l'ère du Verseau sera cela. Et que naturellement, chaque fois qu'on change d'état de conscience, on change d'énergie. Et que lorsqu'on va passer vraiment aux énergies du cœur, on va découvrir ce qu'on appelle les énergies libres, les énergies fondamentales, les énergies de l'éther. Pour l'instant, on ne sait pas du tout encore les utiliser, mais ça peut venir d'une minute à l'autre, pratiquement, parce que les scientifiques sont sur la piste de ça. Mais ça n'est possible que lorsque l'humanité sera progressivement de plus en plus passée au niveau du cœur. Donc pour l'instant, on est, encore une fois, sur une piste momentanée. On voudrait arrêter les énergies fossiles, et puis on va les remplacer pour des énergies un petit peu anciennes, le solaire, l'éolien. Ce n'est certainement pas des énergies d'avenir, ce sont des énergies de passage, pour faire le passage entre l'ancien et le résolument nouveau. Mais nous en sommes là. Et c'est intéressant de voir que finalement, le monde des énergies, comment nous utilisons les énergies, comment nous découvrons les énergies, c'est le symbole pour nous de l'évolution de la conscience énergétique, donc de l'être humain. Comment nous évoluons à travers tout cela, c'est ce qui est indiqué donc, à travers ce problème des énergies. Et puis, autre problème typique, encore une fois, remis encore en plus au goût du jour avec les Panamas, les Paradise Papers, hein, tous les paradis fiscaux qu'on a vus, c'était la conférence « Avoir ou être ». Le problème capital. Donc, vous voyez, dans les deux sens, c'est le problème capital et c'est le problème du capital. Bon. Eh oui, avoir ou être. Naturellement, vu comme ça, on pourrait dire « Oh, bah, être, bien sûr, pas avoir ». Mais nous avons vu que ce n'était pas si simple, parce que nous sommes une âme, être, dans un corps physique, avoir. Et notre âme a un corps physique. Et donc l'avoir, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qu'il faut simplement apprendre à gérer, à voir qu'est-ce qu'on peut en faire. En fait, le problème, ça vient du fait que nous sommes dans une civilisation dans laquelle nous avons fait tout reposer sur l'avoir, et très peu sur l'être. À tel point que, comme nous l'avions vu, si dans cette société, le message qu'entendent tous les enfants, c'est que si t'as rien, t'es rien. Si t'as tout, t'es quelqu'un. Voilà, donc c'est très clair, le message il est comme ça. Et pourtant, ce que nous devons nous apprendre, c'est qu'un sage, c'est quelqu'un qui n'a rien et qui est tout. Ah, et qu'il faudrait peut-être aller dans ce sens-là. Mais est-ce qu'il faut renoncer à tout avoir? Certainement pas. Simplement, il va falloir renoncer progressivement au tout avoir, à donner un sens de la vie par l'avoir, mais simplement passer au monde de l'être. Et plus nous passons dans l'être véritable que nous sommes, comment gérer les biens de l'humanité, comment gérer les biens de la planète au bénéfice de tous, et non pas au bénéfice personnel. Donc comment, en tant qu'être,
on change justement notre façon d'être et comment on utilise l'avoir justement pour servir l'ensemble. D'ailleurs, nous avions vu que ça ne concernait pas que les gens riches ou les gens qui possèdent, hein, parce qu'on avait vu que finalement, cette notion de capital, elle existait à tous les niveaux, y compris au niveau relationnel, au niveau affectif, et que nous tous, dans notre quotidien, nous n'arrêtions pas de faire des placements. On place notre confiance dans telle relation, dans tel amour, dans tel affectif, etc. On n'arrête pas de faire des investissements. On investit dans telle relation, on investit dans tel boulot, on investit dans telle chose. Tiens, je suis copain avec lui. Et alors, nous attendons tous des retours sur investissement. Et souvent, on avait vu que même dans le couple, on attend des retours sur investissement. Et tout ce que j'ai fait pour toi, je pourrais quand même avoir des retours sur investissement. Bref, je ne vous refais pas la conférence, mais nous avions vu qu'à tous les niveaux, finalement, nous aussi, on se comportait de cette manière-là, donc entre l'être et l'avoir, et qu'on avait certains placements dont nous attendions des retours. Le tout, donc, c'est de pas de négliger l'avoir, mais de le remettre à sa juste place. Donc, être ou avoir. Et maintenant qu'on avait de l'énergie, un capital, comment est-ce qu'on peut gérer le monde? Donc le problème de la gestion du monde. Avec une conférence dont l'intitulé c'était du libre-échange à la juste répartition. Du libre-échange à la juste répartition. En effet, ce que nous avons vu, c'est que dans la nature, la gestion, elle est automatique. La gestion, elle est complètement bâtie sur le modèle du corps éthérique universel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de stockage, il n'y a pas de calcul, il y a des échanges, des inter-échanges constants. Il n'y a pas du tout de gens qui accaparent au détriment d'autres. Tout est fait pour que chacun puisse être nourri, chacun puisse avoir le minimum vital ou le maximum vital d'ailleurs, et dans le meilleur des mondes. Donc dans la nature, au niveau minéral, végétal, animal, ça circule d'une manière extraordinaire. Chacun est complètement nourri, chacun a sa juste part, sans que personne ne stocke au détriment des autres. Ce qui n'est pas le cas au niveau humain. Quand on parle de libre-échange, on avait étudié que le problème c'est que libre-échange, oui, dans l'humanité, on a une certaine façon de le voir, le libre-échange. Effectivement, les plus riches sont pour le libre-échange, parce que ça va toujours dans le même sens. Ils accaparent de plus en plus, ils peuvent effectivement mettre en coupe réglée de plus en plus les pays pauvres. Donc le libre-échange, il n'est pas vraiment réversible, il ne circule pas dans les deux sens. On avait vu que le problème de ce mot, le libre-échange, c'est qu'il y a le mot libre, et qu'on n'est pas libre, parce qu'on est complètement dépendant de notre corps émotionnel, de nos envies, de nos désirs, de nos peurs. Et qu'à partir de là, il n'y a pas vraiment de libre-échange. Plus tard, oui, on finira par avoir un libre-échange. On finira par avoir une libre circulation, exactement comme le modèle de la nature. À partir du moment où on sera un petit peu moins peur. Mais regardez, comme nous-mêmes, dans nos relations, souvent, on n'a pas de libre-échange les uns avec les autres. Parce qu'on calcule. Est-ce que je vais dire ceci ou pas? Si je lui dis, qu'est-ce qu'il va me dire? Je ne vais quand même pas lui dire. Ou alors je lui dirai plus tard. Donc on calcule, quels sont nos intérêts dans nos relations? Quelles sont nos peurs? Comment on va dire les choses? Donc c'est très rare. On avait vu même souvent que c'est souvent quand on est amoureux, quand on est fou amoureux avec quelqu'un, qu'on d'un seul coup on est très étonné parce que on se dit tout. Sans aucun calcul, sans avoir tout. Ça ne dure pas. C'est là qu'on découvre que si le libre-échange total, il est difficile à deux, alors vous imaginez sur la planète. Donc on a vraiment un sacré boulot de travail de cœur à faire pour pouvoir avancer là aussi de ce côté-là. Pour que justement tout le monde des énergies, le monde du capital, puisse pouvoir être géré comme ça ensemble d'une manière libre. Pour tout cela, nous passons à l'été, il est nécessaire d'avoir une éducation qui change. Donc nous avons vu le problème de l'éducation. C'est surtout le fait que l'éducation nationale dans chaque pays est quelque chose qui est fait justement par rapport à la nation, pour conserver l'État national. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'une nation est surtout d'essence conservatrice. On cherche surtout à conserver ce qu'on est. Regardez comme par exemple en France, on essaie surtout de conserver l'état de grandeur de la France. Enfin, on essaye. Avec beaucoup de regrets, en disant quand même, avant, c'était mieux. Enfin bon, voilà, bon, mais on va... Et du coup, toute éducation
eh bien, consiste surtout à essayer de conserver cela et à donner aux enfants et aux adultes un petit peu ce sens de cette grandeur et de voir comment on pourrait garder cela. Alors qu'il serait beaucoup plus intéressant finalement de considérer que toute éducation devrait être un apprentissage pour véritablement vivre au présent, même si on évoque un peu le passé, mais de vivre au présent pour apprendre à construire selon les valeurs d'avenir. Il faut enseigner les valeurs d'avenir. C'est pour ça que finalement, à l'école, maintenant, les valeurs consistant à dire il faut vraiment s'individualiser, il faut être le plus fort, il faut être le plus performant pour pouvoir arriver, parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde au niveau du boulot, ça appartient au passé. Ça appartient à nos pensées fossiles. C'est fini, ça. Il faudrait donc maintenant essayer d'enseigner le plus vite possible, justement, des choses qui concernent la globalité, la conscience d'ensemble, le vivre ensemble. Et toutes les nouvelles valeurs qui concernent cela. Donc il faut se rendre compte que le monde des souvenirs, c'est vraiment quelque chose qui appartient au passé. Le monde de la mémoire, ça appartient au passé. Ce qu'il faut enseigner à l'école, c'est le chemin des possibles. C'est d'arriver à voir comment est-ce qu'on peut maintenant inventer un nouveau monde, inventer une nouvelle société. D'autant plus qu'on peut le voir maintenant, nous sommes dans un passage tellement important et que ce monde est véritablement en train de se terminer. Donc c'est pas ça qu'il faut enseigner, c'est « et maintenant ?» Où est-ce qu'on va? Et puis, enseigner des choses importantes concernant justement ce qu'on a vu dans la conférence suivante, dont le titre était « Qui commande ?» C'était la conférence concernant les pouvoirs à l'œuvre. Qui a le pouvoir? Eh oui, ça aussi, c'est d'actualité. Les pouvoirs de tout temps ont été surtout les pouvoirs de l'Église ou les pouvoirs politiques. Maintenant, c'est surtout le pouvoir économique. Donc il y a 3 pouvoirs fondamentaux qui agissent sur nous. Et quelquefois, justement, quand on se pose la question concernant tous ces problèmes, on dit, mais a-t-on du pouvoir, nous? Parce que finalement, on a l'impression qu'on n'a aucun pouvoir. C'est l'État, c'est les multinationales, c'est tout ça, et nous, on n'a strictement aucun pouvoir. S'interroger justement sur les pouvoirs à l'œuvre. C'est intéressant de voir que finalement, quelqu'un qui a le pouvoir, un pouvoir, c'est quelqu'un qui a une vision claire, qui a une volonté et un plan d'action. Un plan. Il sait où il va. Que ce soit positif ou négatif. Hein. Un pouvoir pour l'ensemble ou un pouvoir contre l'ensemble. Et naturellement, les gens qui sont dans l'économie, qui sont dans le monde politique ou même dans le monde religieux, ils ont ça. Ils ont une certaine vision. Ils savent où ils vont. Et ils ont des plans pour développer cette vision-là. Et nous? Eh bien, nous, on s'aperçoit que souvent, on n'a pas de plan, on n'a que des désirs. Est-ce qu'on a un plan de vie? Non. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est quoi ton plan de vie? Être heureux. Et tu parles d'un plan. Oui, c'est un désir, c'est sympa. Bah, je sais pas, moi, avoir un boulot, être heureux avec mes enfants, puis plus tard mes petits-enfants, jouir d'une retraite sympa, et puis voilà, quoi, avoir des bons moments. C'est ça ton plan de vie? Ben oui. Eh ben non. Donc à partir du moment où nous n'avons pas de plan de vie, nous sommes forcément récupérés par tous ceux qui en ont un. Voilà pourquoi on se fait tellement happer par les gens qui savent où ils vont et qui nous imposent leur plan de vie, une fois qu'il soit politique, qu'il soit commercial, qu'il soit de consommation ou qu'il soit religieux, peu importe. Et donc nous dépendons cela et nous nous disons mais quel est notre pouvoir? Parce qu'on ne réalise pas souvent quel est notre pouvoir et que nous avons à déterminer un pouvoir bien particulier. Nous avons à déterminer un plan. Naturellement, pas un plan individuel. Oh, on peut avoir un plan individuel, du coup ça nous donne un pouvoir, c'est certain. Mais ce qui est fondamental, si on veut faire évoluer l'humanité, c'est de réaliser que les plans individuels n'ont pas de sens, si ce n'est à rester dans la vieille société et à avoir des confrontations entre plans individuels. Des bagarres, des guerres. Non, nous devons dégager un plan d'ensemble, un plan global. Les philosophes ont souvent mis en évidence combien, finalement, la vie de l'humain était absurde. Ah oui, c'est vrai que si je regarde ma vie à moi tout seul, même si je fais des belles choses, je nais, je vais à l'école, je me développe, c'est très très court, puis je meurs, plouf, je disparais, tout le monde m'oublie. Totalement absurde, oui, effectivement. Le plan ne commence à avoir du sens que si on parle en termes de globalité. Et je dirais même en termes de globalité élargie. Même un plan qui concernerait simplement l'humanité, ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi même des philosophes dits humanistes
on en reparlera tout à l'heure, souvent font ressortir l'absence quelquefois de sens justement de cette histoire. Je voudrais vous rappeler qu'un humaniste, au sens propre du terme, c'est pas du tout quelqu'un qui voit large sur tout, c'est quelqu'un qui donne la priorité au monde humain. Ça veut dire par là que les humanistes peuvent ne pas être forcément de grands amis du monde végétal et du monde animal. Ce sont des choses qui doivent être utilisées au bienfait pour le profit de l'humain. Donc c'est l'humain d'abord, l'humaniste. Je souligne ça, on va en reparler tout à l'heure. Oui, et aux grandes dames d'un philosophe humaniste, quand on dit mais ce qui a un sens, c'est un plan global de tout ce qui vit sur Terre. L'humanité, elle prend tout son sens si on regarde tout ce qu'elle a à faire avec les minéraux, les végétaux, les animaux, les esprits de la nature. Quand on regarde tout cela et qu'on regarde ce fantastique équipage de ce vaisseau planétaire, la Terre, là, ça prend complètement un sens. Et on peut en voir des traces partout, à tous les niveaux. Et là, finalement, c'est quelque chose qui fait qu'on avance et qu'on peut percevoir le sens que peut avoir l'humanité. Et donc, avoir un plan d'ensemble, c'est cela. Et quand on commence à avoir ce plan d'ensemble, alors ça nous donne un pouvoir fantastique, parce qu'on colle à ce qui doit être. On colle véritablement, justement, à ce plan tel qu'il est mis en œuvre par la planète Terre tout entière, et puis l'humanité depuis des millions d'années. Donc, nous avons véritablement, progressivement, retrouvé ce pouvoir entre nous, ce pouvoir d'ensemble, en affirmant que nous ne sommes pas là par hasard, ça n'est pas absurde, il y a un plan global. Et on y va. Et puis, nous avions vu ensuite, pour terminer l'été, le problème des croyances. Le problème des croyances, avec une conférence qui s'appelait « Autonomie et reliance ». Naturellement, quand on parle croyance, aussitôt on pense en termes de religion ou croyances politiques, etc. Mais on avait laissé ça de côté pour se rendre compte directement combien nous étions, nous, complètement remplis de croyances. Que notre vie, à 99%, n'était qu'un ensemble de croyances. Qu'on était remplis de croyances concernant nous-mêmes. On croit se connaître. On croit connaître les autres. On croit connaître le monde. On a des croyances à peu près dans tous les domaines. Notre culture, c'est rien d'autre qu'un ensemble de croyances. Et c'est pour ça que c'est tellement différent d'un peuple à un autre. Nous avons simplement une habitude de fonctionner comme ça. Et après tout, on s'habitue, on croit, et puis c'est très bien, et puis on est confortable dans nos croyances. On dit oui, et alors, où est le problème ? Le problème, c'est qu'on s'installe bien dans nos croyances. Nous en avions profité pour étudier justement le corps émotionnel, rayon 2, qui s'installe tellement confortablement dans ses croyances qu'il est bien dedans, puis qu'il n'a pas envie du tout d'avancer, ou bien le corps émotionnel 6, qui par loyauté reste complètement dans ses croyances, et qui n'en bouge pas non plus. Et que finalement, prisonnier bien au chaud dans nos croyances, c'est pas comme ça qu'on allait avancer dans l'humanité. Et qu'il fallait progressivement laisser les croyances pour aller vers plus de vérité, remonter. Les croyances se situent quelque part en bas du triangle, et qu'on croit des tas de choses sur tout le monde entier, et qu'il s'agissait un petit peu de remonter, sortir de l'émotionnel pour arriver à remonter. Finalement, pourquoi est-ce qu'on parlait d'autonomie et de reliance ? C'est que quand on est dans les croyances, nous sommes sans arrêt en dépendance complète de tout ce qui nous entoure, de ce que les gens ont dit, de ce qu'on écrit, de ce qu'il y a à la télévision, de ce qu'on a à la radio, des films, des bouquins, etc. Donc on croit, ou on ne croit pas. À partir de là, quelle autonomie nous avons par rapport à la pensée ? D'où l'intérêt de développer une véritable autonomie de pensée, apprendre à penser par soi-même, la définition même de la philosophie, apprendre à penser par soi-même. Et le but de la méditation. Alors, naturellement, quand on pourrait dire, mais tout a déjà été pensé par des grands plus grands que nous, qu'est-ce que nous, on pourrait ajouter ? Évidemment, quand on dit penser par soi-même, ça ne veut pas dire qu'on va inventer quelque chose de nouveau, une pensée subitement entièrement nouvelle, qui n'a jamais été pensée par qui que ce soit. Non, c'est pas ça du tout. On avait vu que l'intérêt, justement, d'apprendre à penser par soi-même, c'est d'arriver à valider par l'intérieur une pensée que nous avons appris par l'extérieur. Quelque chose que nous avons lu, que nous avons entendu, qu'on peut dire oui, c'est intéressant. Quand je suis comme ça, c'est une croyance. À partir du moment où je médite dessus, je pénètre complètement dans la raison d'être, dans le fondement de cela, et que je dis mais effectivement, et c'est ça, et que je découvre et que je vis ce que c'est vraiment à l'origine, vers la pointe du triangle, alors je dis c'est une vérité.
parce que je l'ai vérifié, parce que je l'ai vécu. Et ça cesse d'être une croyance. Et là, j'apprends à penser par moi-même. On avait pris l'exemple de l'amour. L'amour, c'est le mot le plus répandu. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire, qu'est-ce qu'on pourrait penser de nouveau sur l'amour? Si en méditation, à un moment donné, je réussis à devenir un peu plus l'unité, j'entre dans cette unité de vie, je viens de penser quelque chose de nouveau sur l'amour. Ça ne va pas être facile à décrire aux autres, parce que pour moi-même, c'est plus une impression, c'est un peu ineffable, mais c'est vraiment quelque chose que je vis et qui est un apport réel à l'ensemble. Peut-être qu'un jour, je pourrais en dire quelque chose et pouvoir écrire quelque chose dessus. Mais c'est ça, la pensée nouvelle, et c'est ça qui nous sort de la croyance pour arriver justement dans une forme d'autonomie de pensée. Et puis, on a abordé l'automne avec le problème des justes relations. Et là, nous avons vu que les justes relations, elles étaient la plupart du temps au point de départ, ou du moins les relations étaient au point de départ, extraordinairement fondées sur la relation parent-enfant. On a tous commencé comme ça. Et la relation parent-enfant, elle est complètement fondée sur la peur. Les enfants sont justement des peureux. La peur, elle est complètement fondée sur l'incompréhension du monde, sur le manque de vision globale, et finalement le fait que les parents vont représenter tout. Et donc, ce n'est pas tant de l'affectif que finalement, c'est qu'on compte sur les parents pour nous rassurer, pour nous donner un sens et pour nous emmener dans la vie. C'est fort à un tel point qu'on va continuer ensuite, pendant toute notre vie, à faire perdurer une relation parent-enfant. Et on avait vu comment, finalement, les relations dans notre société sont toutes construites sur ce schéma. Et qu'on a des constructions, finalement, qu'on pourrait appeler hiérarchiques, pyramidales. On a toujours au-dessus de nous quelqu'un qu'on considère comme un supérieur, qui est un supérieur, qui est un supérieur, qui est un supérieur, qui est un supérieur. Et donc, toutes nos relations, qu'elles soient sociales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient à tous les niveaux, on a toujours un processus comme ça hiérarchique. Nous, on est toujours le parent de quelqu'un, on est toujours l'enfant de quelqu'un, même quelquefois, même vous avez beau avoir 60 ans, quelquefois même votre père ou votre mère vous considère encore comme un gamin, quelquefois. C'est-à-dire que le système pyramidal hiérarchique, il est toujours là. Et que, parfois, bien sûr, on s'en plaint, puis à d'autres moments, on trouve ça pas mal, c'est quelque part rassurant. Mais que c'est pas ça des justes relations. Et que les justes relations, elles ne se construisent pas sur la peur, sur ces relations pyramidales hiérarchiques, mais sur la confiance. Et on avait pris comme exemple ce qui est en train de révolutionner un peu le monde de l'entreprise, c'est l'exemple des entreprises libres, des entreprises libérées. Le monde justement de l'entreprise dans lequel les directeurs disent à partir de maintenant, on fonctionne tous ensemble, les uns avec les autres, on supprime toute hiérarchie. Et attention, pas des petites entreprises de quelques dizaines de personnes, de centaines de personnes, voire de milliers de personnes et qui fonctionnent très très bien. On avait pris les exemples, je ne sais pas si vous êtes allé voir depuis les vidéos de Frédéric Laloux, donc sur Internet, qui explique ça vraiment très très bien. Et c'est vraiment passionnant de voir que ça fonctionne et qu'il y a des entreprises dans lesquelles, voilà, on fonctionne sur la confiance. On arrête de mettre en place ce système pyramidal hiérarchique qui faisait que on avait tellement peur que l'ouvrier, il nous trompe, il ne fasse pas toutes ses heures, qu'il nous pique du matériel, etc. Après, on dit non. Dans ces entreprises, le mot-clé, c'est l'homme est bon. Il n'est pas voleur. Il fait son boulot, il est responsable, et on va tout organiser comme ça. Et ça marche. C'est juste un exemple, mais c'est pour vous montrer que là où on pourrait croire qu'on n'arrivera jamais à une entreprise non hiérarchique, oui, on peut y arriver. Ça veut dire que partout dans l'humanité, on peut véritablement arriver à avoir d'autres relations, des justes relations basées sur la confiance, et non pas sur la peur comme on le fait maintenant. Et puis on a vu que ça fonctionnait et que ça devait fonctionner aussi au niveau international. Donc avec un nouvel internationalisme. Deux choses dans ce nouvel internationalisme. C'est un nom qui n'en finit pas. Bon, il était temps, il est coincé. Deux choses. D'abord, nous avons vu ce que c'était qu'une nation. Et qu'une nation, c'est avant tout un groupement de qualités. On a vu qu'une nation, fondamentalement, ça a des rayons d'âme, ça a des rayons de personnalité, ça a des signes astrologiques, etc. Et que chaque nation est finalement un ensemble qui cherche à développer certaines qualités fondamentales, les faire émerger de manière à faire en profiter l'ensemble.
Et qu'un des buts que nous ayons à faire chacun d'entre nous, quand on appartient ou quand on se reconnaît à un moment donné par rapport à telle ou telle nation, même si on n'y est pas né, c'est de faire émerger ces qualités, de manière à ce que ces qualités, progressivement, eh bien, on puisse les offrir à la globalité. Et qu'à un moment donné, on puisse imaginer un concert des nations, dans lequel chaque nation, comme un instrument de l'orchestre, eh bien, joue sa propre partition et sert les autres. Et puis nous avions vu un deuxième élément qu'on avait appelé le transnationalisme, qui fait que, au-delà justement des relations entre les nations, qui vont devenir comme ça, eh bien l'extraordinaire action qui se développe de plus en plus maintenant au niveau des humains, quelle que soit leur nation. C'est par exemple maintenant parce qu'il y a des organisations ou des associations ou bien des ONG qui font qu'on s'occupe comme ça de la santé, on s'occupe de la faim dans le monde, on s'occupe des écoles partout en Afrique, on va s'occuper d'écologie. Souvent, ce ne sont pas les États qui s'occupent de ça. Ce ne sont pas des relations entre États, c'est des relations transversales. Ce sont des humains de tous les pays qui, à un moment donné, eh bien, s'associent de près ou de loin, ou simplement en pensée, et qui agissent ensemble par rapport à certains de ces problèmes, comme la faim dans le monde, comme l'éducation ou comme l'écologie. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, et c'était les deux aspects des justes relations qui se mettent en place. D'abord, construire des nations qui ont à échanger, et ensuite, ces relations transversales. Et c'est sur justement ces relations transversales que nous allons continuer par le sujet d'aujourd'hui. Juste une petite conclusion, vous voyez comment toutes ces problématiques, nous les avons mis en évidence à chaque fois, en partant de quelque chose qui pouvait parfois paraître un petit peu rédhibitoire, en partant à chaque fois du problème, de ce qu'on pouvait voir, des faits. Voilà, il y a tel problème d'énergie, tel problème de frontières, tel problème d'extrémisme, etc. Et comment à chaque fois nous avons essayé de remonter pour essayer de les comprendre, pour voir qu'est-ce qu'il y a à la base. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Et surtout, comment en nous-mêmes, nous avons les clés pour pouvoir changer et comment même à notre tout petit niveau, nous pouvons intervenir sur chacun de ces problèmes parce que nous avons toutes ces énergies en nous. Et qu'on peut intervenir soit en les nourrissant, les problèmes, soit en trouvant justement des solutions. Et à propos de solutions, aujourd'hui, nous essayons de s'attaquer donc le deuxième point, le 12e point, qui n'est pas un problème, qui est une solution. On l'a appelé dans le papier la solution écosophique. La solution écosophique. Mais le titre est plus alarmiste, c'était marqué « Terre en danger ». Ah, Terre en danger. Est-ce que la Terre est véritablement en danger? C'est vrai que du point de vue écologique, il y a de très très graves inquiétudes. Ça fait un bon bout de temps qu'on parle des problèmes écologiques de la Terre, c'est vraiment un bon bout de temps qu'on dit que quand même il y a des risques. Mais enfin bon, ça fait quand même que depuis 1992, qu'au sommet de Rio, lors d'une COP, on a officiellement, les États ont officiellement admis que l'humanité y était pour quelque chose par rapport à ça et que c'est nous qui étions en train quelque peu de dérégler le climat. C'est donc quelque chose d'assez récent. Avant, beaucoup de gens avaient tiré les sonnettes d'alarme, mais voilà, c'était pas très très inquiétant pour nous. Maintenant, depuis quelque temps, les sonnettes d'alarme se font de plus en plus pressantes. Très récemment, 15 000 scientifiques du monde entier, 15 000 scientifiques du monde entier ont émis une alarme majeure en disant « Attention, nous allons droit dans le mur. Si nous ne changeons pas dans les mois qui viennent, dans les vraiment 2 années au maximum qui viennent, on ne tiendra jamais les promesses de 2 degrés de réchauffement maximal. On est déjà sur une ligne qui va sur 4 ou 5, et là, les catastrophes sont absolument inimaginables. 15 000 scientifiques. Depuis 2009, il y avait un groupe de chercheurs, de 26 chercheurs, qui avaient mis au point un certain nombre de seuils. Ils ont étudié tout le processus de la physiologie de la Terre. Ils ont mis, selon 10 critères, un certain nombre de seuils à ne pas dépasser. Des critères concernant la couche d'ozone, concernant l'hydrologie, concernant les nanoparticules, concernant le phosphore et l'azote qu'on met dans les océans, l'acidité des océans, l'état des forêts, etc., etc. Il y a donc 10 critères comme ça, et ils ont mis des seuils. Pour certains de ces seuils, c'est déjà dépassé. Et il est prévu que pour tous les autres seuils, d'ici 1 an ou 2, on les atteint tous. Donc d'ici 3-4 ans, si on continue, tout est dépassé. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, c'était Nicolas Hulot qui avait pris cette image, disent pratiquement c'est déjà foutu. Même si on se réveille maintenant, beaucoup disent c'est trop tard.
Parce que la Terre étant tellement un système très très lent, un peu comme le grand paquebot Titanic, et Nicolas Hulot disait, bah, c'est un peu comme le Titanic, une demi-heure avant l'iceberg. On ne s'en rend pas compte, tout le monde est insouciant, tout le monde fait la fête à bord, tout va bien. Et pour l'instant, des scientifiques disent, bah, nous sommes un peu comme ça. Nous, on vit sur cette Terre, l'iceberg est droit devant nous, on vous le dit en plus, mais ça ne fait pas suffisamment bouger. Parce qu'on ne veut pas y croire, parce qu'on est inconscient, parce qu'on se dit peut-être, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Et vous allez voir que tous ces problèmes et tous ces défis sont des participations à ce qu'on peut y faire. C'est donc à chacun d'entre nous de pouvoir agir par rapport à ça. Vous avez même un scientifique que vous connaissez certainement qui s'appelle Stephen Hawking, qui n'est quand même pas le premier venu. Et Stephen Hawking dit que l'humanité vraisemblablement disparaîtra à la fin de ce siècle. Il prévoit plus qu'un siècle de survie pour l'humanité. Il exagère peut-être un peu là, il charrie là. Pour lui, il dit, mais c'est tout simplement parce que pour l'instant, tout va bien parce que c'est très lent. Et les bouleversements, quelques bouleversements climatiques, mais rien de bien grave. Le problème, il dit, c'est le moment où le Titanic touche l'iceberg. Là, d'un seul coup, tout bascule brutalement. Et qu'à un moment donné, tous ces effets qui sont en train de gonfler tranquillement vont faire boule de neige, tout va s'emballer d'un coup, et ça va vraiment être une terrible. Et que bien sûr, l'humanité ne disparaîtra pas entièrement à cause des phénomènes climatiques, mais il y aura tellement de problèmes de sécheresse, tellement de problèmes de manque d'eau, tellement de réfugiés climatiques, tellement de gens qui mourront de faim, tellement de problématiques qu'il y aura vraiment des humains les uns contre les autres, il y aura d'énormes révolutions, il y aura d'énormes invasions, et qu'il y aura des guerres, et pourquoi pas la bombe atomique, vu que certains sont chatouilleux un peu de ce côté-là. Voilà donc certains scientifiques, vous voyez, n'hésitent pas à dire que nous n'avons plus que pour un siècle. Bon, c'est intéressant hein, d'entendre ça, parce que c'est vrai que quelquefois, l'écologie, on prend ça un peu comme une aimable plaisanterie. C'est intéressant de voir que, encore une fois, 15 000 scientifiques viennent de signer une alarme de ce style. Donc des gens qui étudient ça de très très près. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, nous, on essaye de faire des mesures écologiques. On essaye de se rendre compte, on essaye d'alarmer. Et donc à partir de là, on essaye de se dire, bon, bah, il va falloir faire des choses. On organise des COP, c'est-à-dire des réunions de partis. Ça existe depuis 1979, on en est à la numéro 23, cette année qui vient de se passer. Et c'est depuis seulement 92 qu'on a réalisé que vraiment il fallait faire quelque chose. Et donc à chaque fois, année après année, on se dit, ben voilà, il faut absolument réussir à dégager des accords. Mais c'est très 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 lent. Et finalement, on s'aperçoit que les accords ne donnent pas grand-chose. Alors on va dire, mais alors, ça sert strictement à rien. Ah oui, si on arrête simplement aux mesures concrètes qui sont prises, ça ne sert à rien. Mais ce qui est intéressant, c'est tout l'écho qui en est fait du point de vue de la conscience. À chaque fois, ce qui compte, c'est vraiment comment est-ce que l'humanité bouge en conscience. Ça, ce n'est pas mesurable. Ça, ce n'est pas des effets. Il faut bien se rendre compte que les États ne peuvent pas eux-mêmes se saborder par rapport à ça. Je pense à certains États comme la Norvège ou d'autres pays comme ça, dont l'économie dépend entièrement du pétrole et du gaz. Se saborder en disant « stop, on arrête toute extraction du pétrole et du gaz ». Ou bien même des économies comme en France, dire « on arrête tout ». Mais on fait comment? Naturellement, les citoyens de ces pays eux-mêmes se révolteraient en disant « mais on a une crise économique effroyable ». Donc ils ne peuvent pas. Donc de qui doit venir la réalisation? De nous. C'est de nous-mêmes, en comprenant de tout ce dont il s'agit, qu'on doit véritablement, d'où l'idée de transversalité de tout à l'heure, de transnational, c'est vraiment d'une prise de conscience de l'humanité elle-même, au-delà des nations, qui doit se faire et dire, il y a vraiment quelque chose d'urgent à faire, il y a des choses urgentes à réaliser, et on en comprend éventuellement toutes les conséquences. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas les solutions. Arrêter tout de suite les voitures à pétrole, etc. Oui, que des voitures électriques, d'accord. Avec quoi on va fournir l'électricité? Des centrales à charbon? Le problème est effectivement extrêmement sérieux. Alors on s'attaque quelquefois à certains problèmes, on essaye de supprimer le glyphosate. On essaye. Donc on a des mesures comme ça. Mais on peut dire que ces mesures, la plupart du temps, elles sont insignifiantes par rapport à l'immensité du problème. Mais on en parle de plus en plus. Ça nous travaille de plus en plus au niveau de la conscience. Et n'oubliez pas que c'est là que se fait le travail fondamental.
le moment où l'humanité va commencer quelque peu, vraiment un peu paniquer et à se rendre compte de la chose, en conscience, quand ça va faire bouger les choses, ça ira très 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 vite. Les États pourront aller très 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 vite. Mais tant que l'humanité, pour l'instant, en conscience, dit tout va bien, pas d'iceberg droit devant, continuons, ben, on ne peut pas faire grand-chose. C'est là que ça se travaille, dans cette conscience. En se rappelant, comme j'ai dit tout à l'heure, que le temps est différent entre notre temps à nous, qui nous énervons en disant « Mais qu'est-ce qu'on attend ? Mais qu'est-ce qu'on attend pour changer les choses ?» Le temps de la société et le temps de la planète Terre. Donc il faut bien toujours relativiser tout ça. Ce qu'il faut voir, c'est que tant qu'on prend le problème, justement, à travers des solutions symptomatiques, quand on ne cherche qu'à soigner des symptômes, la pollution, le glyphosate, la pollution des sols, la pollution de l'air, le réchauffement, et qu'on se dit on va mettre en place telle solution symptomatique par rapport à tel symptôme, on n'arrivera effectivement à rien. Le changement, comme je vous le disais, c'est un changement de conscience. Et ces changements de conscience, ils sont intéressants à voir. En effet, on a eu, déjà depuis les années 1970, on a eu un certain nombre de personnes qui nous ont amenés à réfléchir complètement différemment. La première personne, c'est un monsieur qui s'appelle James Lovelock, qui a été secondé par une femme qui s'appelait Lynn Margulies. James Lovelock et Lynn Margulies ont donné naissance à ce qu'on appelait l'idée Gaïa, le concept Gaïa, qui est la déesse Terre donc chez les Grecs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ils ont commencé par dire, mais il faut arrêter de considérer la Terre comme étant une espèce de caillou perdu dans l'espace, comme quelque chose de mort. Il faut arriver à se rendre compte que c'est un organisme vivant. Et on peut s'en apercevoir parce que justement, on s'aperçoit combien c'est un organisme physiologiquement régulateur. Combien la Terre, tout comme n'importe quel organisme animal, maintient une homéostasie sur plein d'éléments. C'est très difficile à comprendre pourquoi l'acidité des océans, la salinité des océans, la pression atmosphérique, la composition atmosphérique, tout cela est remarquablement régulé, permettant à la vie de pouvoir se développer sur des millions d'années. Et donc ces gens-là se sont aperçus qu'il fallait peut-être arriver à considérer la Terre comme un organisme vivant, régulateur, et qu'il fallait en tenir compte de cette manière-là. Et par conséquent, il ne fallait surtout pas commencer à avoir des relations symptomatiques, à avoir des solutions sur tel ou tel plan, mais considérer les choses d'une manière beaucoup plus globale, d'une manière organique. Et c'est vrai que cette idée Gaïa, elle a fait son chemin pendant un certain temps, mais bon, pas plus que ça. Il y a encore beaucoup de personnes qui ignorent complètement cette façon de raisonner, et même souvent, quelquefois encore, chez certains écologistes. Et pourtant, on peut encore aller beaucoup plus loin. Et il y a une personne qui est allée beaucoup plus loin, c'est un philosophe danois qui s'appelle Arne Næss. Pas très connu, hein. Arne Næss, il y a un E ici. Arne Næss, dans les années 70 aussi, il a fondé ce qu'il a appelé l'écologie profonde, par rapport à ce qu'il appelait l'écologie superficielle symptomatique. Et l'écologie profonde, c'est qu'il reprenait un petit peu cette hypothèse Gaïa en allant un petit peu plus loin, en disant, mais non seulement la planète Terre est vraiment un être vivant, c'est vraiment un organisme vivant, mais en même temps, il faut absolument reconnaître à chaque espèce vivant sur Terre, à chaque organisme de vie vivant sur Terre, il faut lui reconnaître une spécificité, une valeur intrinsèque. Nous devons reconnaître une valeur de vie à tout ce qui vit sur Terre. Il faut en finir avec l'anthropocentrisme. Il faut en finir avec le fait de dire qu'il y a l'humain qui est l'essentiel de la vie sur Terre, et puis il y a les autres que nous avons utilisés, qui est un peu notre décor, les animaux, les végétaux, les minéraux, c'est bien. Il faut arriver à reconnaître que nous sommes tous à égalité sur cette Terre. Je ne vous dis pas combien les philosophes humanistes lui sont tombés sur le paletot. À égalité, vous rigolez, l'humain, oui, et les autres à la disposition de l'humain. Certes, il faut peut-être un petit peu, pas abuser dans l'utilisation que nous en faisons, mais certainement pas un processus comme ça de reconnaissance de chaque vie. C'est vrai que Arne Næss va carrément à dire que la vie est une sur Terre, et qu'il faut arriver à traiter le problème de l'écologie en tant que vie une.
Voilà pourquoi il a mis un certain nombre de points, il y a 8 points, qu'il a appelés l'écosophie. Et dans cette écosophie, il faut en finir justement avec ce qu'on appelle l'environnement. Qu'on n'arrête pas de dire, l'homme doit soigner son environnement. Est-ce que vous voyez le côté séparatiste de la chose? Il y a l'homme et son environnement. Il faut faire attention à l'environnement. Il dit, mais c'est insupportable. L'homme fait partie de l'environnement. L'homme fait partie de la nature. Nous ne sommes pas séparés. Qui sommes-nous pour nous croire séparés comme ça de la nature et traiter les problèmes différenciés? Il faut qu'on arrive finalement à voir la chose en entier et que cette planète Terre non seulement est un organisme sensible en entier et que tout ce qui vit dessus a égalité. C'est comme si finalement nous sommes tous les organes de cet organisme, ou nous sommes tous des cellules de cet organisme fantastique et qu'il faut considérer le fonctionnement de cet organisme et qu'il faut arriver à le respecter et qu'il faut arriver vraiment à le voir comme étant l'être fondamental. Hardness. À la suite de tout cela, à la suite de l'hypothèse Gaïa, à la suite de ce qu'on a appelé l'écosophie, alors éco, vous savez, comme écologie, éco en grec c'est la maison, donc c'est la planète Terre, et sophie c'est la sagesse. Donc l'écosophie c'est la sagesse de la Terre. Donc voilà pourquoi l'écosophie c'est vraiment quelque chose qui va devoir devenir quelque chose de fondamental, parce qu'on voit bien que pour venir à bout de la problématique de la Terre en danger, ce n'est pas des mesures qu'il faut prendre. C'est une philosophie nouvelle. L'être humain doit complètement changer sa philosophie, doit complètement changer sa façon de se considérer sur cette terre. Il doit complètement se décentrer, arriver à percevoir l'ensemble. Et donc, c'est vraiment un chambardement philosophique auquel nous appelle justement cette vision des choses. Sinon, il n'y aura pas véritablement de changement. Et à la suite de ça, il y a beaucoup de gens qui disent « Ok, il faut y aller ». Ça veut dire que maintenant, nous devrions avoir les moyens juridiques de pouvoir défendre la Terre. Parce qu'il n'y a rien qui fait qu'on défende la Terre. Actuellement, les législateurs, les hommes de droit, les juges, à la suite de la législation, considèrent que le droit à la propriété et le droit à la liberté d'entreprendre prévalent toujours sur le droit de la nature et le droit du climat et les droits de l'environnement. Donc, si vous faites quelque chose pour préserver la nature, ou pour préserver un endroit, préserver une forêt, mais que c'est contre la liberté d'entreprendre ou contre la liberté de la propriété, alors non, c'est retoqué. Maintenant, il y a beaucoup de juges internationaux qui commencent à dire qu'il faut inverser le processus. Il faut faire reconnaître à l'ONU que vraiment la nature est une personne morale et lui donner une personnalité juridique. Qu'au nom de la nature, on puisse véritablement attaquer tel ou tel projet. Ça a failli se faire en 1985. En 1985, il y avait tout un ensemble de personnes qui ont réussi à se mobiliser pour faire reconnaître par l'ONU que la nature est une personne. Ça a failli réussir. Il y a 4 ou 5 pays qui ont voté contre, dont la France. Nucléaire oblige. Et les États-Unis. C'est à nouveau sur le plancher. À nouveau, on essaye de faire reconnaître ça. Et il y a un certain nombre de personnes, là aussi dans le monde juridique, qui agissent pour ça. Je vous recommande en particulier les livres de Valérie Cabane, qui est une juriste internationale et qui essaye d'œuvrer pour faire inscrire donc comme crime majeur le crime d'écocide. En effet, le tribunal international de La Haye, qu'on appelle la Cour pénale internationale, qui exerce maintenant depuis 2002. Ça a été nommé en 1998, mais elle fonctionne depuis 2002. Il y a, dans cette Cour pénale internationale, il y a 4 crimes fondamentaux qui relèvent de sa compétence. Génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre et crime de paix, crime d'agression, crime contre la paix. Ce sont les 4 crimes que cette Cour internationale est habilitée à juger. Le mouvement actuel cherche à faire reconnaître un 5e crime, le crime d'écocide. Et que ce crime d'écocide ne devienne pas le 5e, mais devienne le 1er. Parce que finalement, à quoi sert de se battre contre le génocide, les crimes contre l'humanité, etc., si même la Terre n'existe plus? Il faut donc arriver à reconnaître que c'est le crime premier, le crime fondateur de tout, et que l'humanité doit arriver à se rendre compte qu'on doit complètement bouleverser toute notre législation. Tout le droit international doit se bouleverser pour mettre en premier lieu le droit de vie de toutes les espèces sur Terre. C'est ça qui doit maintenant primer. On doit complètement faire que le système Terre
le système énergétique Terre doit véritablement devenir une personne qui a vraiment une personnalité juridique et qu'on puisse attaquer, pour la défendre. Eh bien, c'est en bonne voie, ça fait partie des choses à soutenir intérieurement. Donc, elle a écrit un livre qui s'appelle « Un nouveau droit pour la Terre » et qui évoque justement tous ces manquements, toutes les problématiques qu'il peut y avoir du point de vue écologique et puis la nécessité d'arriver à cela. Elle parle également dans son livre de ce qui est en train de se faire, car les peuples premiers, qu'on appelle aussi les peuples autochtones, sont en train aussi de beaucoup bouger. Et de nous faire réaliser qu'on est en train, nous, avec nos bêtises, de complètement bousiller tout leur système. Et donc, il y a des peuples premiers qui disent, mais ça, c'est notre forêt, c'est notre vie, tel fleuve, mais c'est notre fleuve, telle montagne, c'est notre montagne. Bref, il y a des tas de lieux comme ça. Et ils réussissent progressivement à faire bouger le droit et à faire que tel ou tel endroit devienne une personne morale juridique. Il y a des peuples en Nouvelle-Zélande qui ont réussi à ce qu'une rivière devienne une personne juridique. Et c'est eux qui ont charge de la défendre. On a au moins une quinzaine d'exemples comme ça partout dans le monde où un peuple défend une forêt, une rivière, une montagne, un territoire, en disant c'est pas que ce territoire nous appartient, c'est pas que cette rivière est à nous, nous sommes la rivière, nous sommes le territoire. Il y a un travail véritablement, vous voyez, d'identification. Et donc, si vous attaquez ça, ça nous attaque nous. Vous voyez un petit peu l'idée qui consiste à se dire, mais on prend conscience de plus en plus que la nature est une personne. Et par conséquent, ce n'est pas quelque chose qui n'appartient à personne et qu'on ne fait pas, mais il faut véritablement maintenant en prendre conscience et arriver à prendre des mesures de manière à ce que tout ça puisse changer. Voilà pourquoi il y a un gros travail qui est en train de se faire, vous voyez, par rapport à ce processus-là. Donc, un sacré changement par rapport à cette notion d'écocide. Alors, et nous, qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça ? Plus directement, qu'est-ce qu'on est capable d'agir si on ne fait pas directement participation à cela? Naturellement, c'est un travail de conscience. C'est un travail de conscience qui nous attend et qui est véritablement très important. Nous savons que la Terre, par cette conscience d'ensemble que nous n'avons cessé de développer, la Terre est effectivement ce système global. Nous savons que la Terre, c'est vraiment quelque chose que nous avons à défendre, que nous avons justement ce processus à mettre en évidence. Il y a des peuples premiers qui se sont réunis à Brasilia et qui ont signé un texte concernant ce qu'ils appellent l'Alliance des défenseurs de la Terre-Mère. L'Alliance des défenseurs de la Terre-Mère. Qui ont dit, mais la Terre, c'est notre mère à tous. Nous avons la vie, s'il n'y a plus de terre, il n'y a plus d'humanité, ça ne sert plus à rien. Et que nous devons réellement complètement défendre cela. Dans cet état de conscience. Non pas parce qu'on est écolo, mais tout simplement parce qu'on est un terrien. Tout simplement. Mais on peut aller encore un peu plus loin. À peu près tous les gens qui sont en rapport avec l'écosophie, défendent justement ce processus de la terre-mère. Nous, il faut qu'on défende le processus de la terre-père. La Terre est à la fois notre mère, elle nous donne les formes, nous vivons à l'intérieur de ces formes, mais elle est aussi le Père, elle est à la fois l'Esprit. Ça, c'est quelque chose que nous allons voir sans arrêt l'année prochaine à propos d'astrologie, mais que nous pouvons voir un petit peu dès maintenant, à savoir que chaque planète est en réalité le corps physique d'une entité fondamentale. Là encore, il faut qu'on se décentre. On a eu l'habitude de considérer que la nature, c'est ce qui est en dessous de nous, c'est l'environnement. Ah, c'est vrai, on fait partie de la nature. Oh, suis-je bête. Donc, c'est aussi l'humain, la nature et tout ce qu'il y a. Et pourquoi ça s'arrêterait à nous? Pourquoi est-ce qu'on serait le sommet de la pyramide? Quand on va beaucoup plus loin, on s'aperçoit que les planètes sont un règne de la nature. C'est le 6e règne de la nature. Et on sait maintenant, par la découverte des exoplanètes, qu'il y a des milliards de planètes partout dans l'univers. Les étoiles représentent un règne de la nature, c'est le 7e règne de la nature. Et qu'après ça va, je ne sais pas où, peut-être les galaxies, etc. Bref, les règnes de la nature, et la nature est tellement beaucoup plus vaste. Comme si on avait l'outrecuidance de dire « Ah non, la nature, ça s'arrête à nous. » N'importe quoi. Et par conséquent, dès qu'il y a forme dans l'univers, il y a forcément une conscience en rapport avec cette forme.
Et donc, ce qui est important, c'est que la planète Terre, encore une fois, c'est pas simplement un organisme qui serait vaguement vivant, régulateur, etc. C'est un être. C'est un être fondamental. C'est une âme fondamentale. C'est une conscience fondamentale. On pourrait dire que donc, il y a ces deux aspects qui nous vont reconnaître. Il y a l'aspect mère. Effectivement, nous avons la vie physique dans cette conscience, mais nous avons également donc, le but fondamental. La Terre, c'est ce qui donne le sens à la vie terrestre. Vous savez, quand Jésus sur Terre, il priait et qu'il disait « Je suis venu pour faire la volonté du Père ». Je dois en référer au Père. De qui est-ce qu'il parlait? Eh bien, de la Terre. De l'esprit de la Terre. Pas d'un Dieu lointain, mystérieux, qui serait dans l'univers, que je ne vois pas pourquoi il s'occuperait de nous. Bon. Non, non, très précisément, de l'entité qui nous a en charge. Et cette entité, c'est justement ce qu'on appelle le logos planétaire. Ça veut dire que l'âme de la planète. Et ça, c'est passionnant d'arriver à voir que finalement, c'est quelque chose que nous pouvons connecter, que nous pouvons contacter. Qu'est-ce qui donne un sens à notre vie sur Terre? C'est cette entité, qui elle-même n'est qu'un aspect d'une entité beaucoup plus prodigieuse, qui est l'âme qui habite le Soleil. Là, on va encore beaucoup plus loin. Mais c'est en dehors de notre portée. On est incapable de connecter ça. Vous me direz, parce qu'on est capable de connecter le logos planétaire. Tout seul, non. Tout seul, non. Tous les écrits ésotériques nous disent que seul, même en étant un très très bon méditant, on est tellement loin de cette entité qu'on ne peut pas la connecter. En groupe, oui. D'où l'insistance que l'on met à travailler sur la méditation de groupe. Non pas qu'il faut se réunir, hein, on peut méditer parfaitement tout seul chez soi, mais savoir qu'on médite en tant que groupe de méditants. Qu'à chaque fois, on réalise notre unité de méditants. Et qu'en tant que groupe, alors oui, il y a moyen progressivement d'approcher et de découvrir c'est quoi ce plan. Ce fameux plan qu'on évoquait tout à l'heure. Le plan de la Terre, duquel on parlait au niveau des pouvoirs. Quand on disait il y a un plan d'ensemble, il y a un plan global sur cette Terre. Et c'est ça que nous devons découvrir. C'est finalement découvrir qu'il y a ces deux aspects. Nous connaissons l'aspect mère de la Terre, découvrons de plus en plus l'aspect père, ce qui donne un sens fondamental à l'humanité, ce qui est finalement la source de toutes les religions sur Terre depuis qu'elles ont existé. C'est l'émanation fondamentale du sens de l'humanité, des animaux, des végétaux, des minéraux et de tout ce qui est. Nous sommes effectivement les cellules, nous sommes les organismes de cette gigantesque conscience. Voilà le travail que nous avons à faire. Et voilà ce qui transcende complètement, même encore une fois, l'écosophie. Vous voyez, l'écosophie, c'est simplement cette capacité à trouver que c'est une mère. Eh bien, là, c'est d'arriver à aller beaucoup plus loin, de se réaliser que la Terre, c'est aussi l'être fondamental dans lequel nous avons la vie, la conscience et l'être. Nous avons ces trois éléments complètement au sein de cette gigantesque conscience. Alors, on pourrait dire, bah alors, si on réussit à mettre tout ça en place, on va éviter la catastrophe. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. J'en sais rien. Pas forcément. Peut-être que c'est trop tard. Peut-être qu'effectivement, même maintenant, en imaginant qu'on change complètement, qu'on ait une philosophie complètement différente, on est déjà tellement lancé dans le mur qu'on va y arriver. D'autant plus que c'est plus compliqué que ça. On ne le dit pas, mais il y a d'autres paramètres. Il y a d'autres paramètres qu'on ne dit pas trop parce que ça risquerait de démobiliser les gens qui veulent vraiment faire des choses du point de vue de l'écologie. C'est qu'il y a aussi des périodes inhérentes à la Terre et au Soleil. Par exemple, l'ère de réchauffement que l'on a maintenant ressemble comme deux gouttes d'eau à une ère qu'on a eue autour de l'an 1000, qui était aussi une période très très chaude. C'est comme si on avait des périodes de glaciation, des périodes de réchauffement, à peu près comme ça tous les 1000 ans. Rendez-vous compte que autour de l'an 1000, quand les Vikings ont découvert le Groenland, ils l'ont appelé le Groenland, le pays vert. Ou bien ils n'avaient pas de lunettes, ou bien ils rêvaient, quoi. Ou bien le Groenland était effectivement, à l'époque, un pays vert, comme il est en train de le redevenir maintenant. Donc il y a ces cycles-là. Il y a des cycles aussi de 100 000 ans, qui sont dus à la rotation de l'axe de la Terre, à la rotation de la Terre autour d'elle-même, en rapport avec d'autres planètes. Il y a des cycles absolument gigantesques qu'on trouve dans des strates géologiques. Et donc c'est extrêmement compliqué.
Et par conséquent, l'histoire de la Terre recèle effectivement bien des surprises parce que c'est tout sauf quelque chose qui est égal. On passe par des cycles de réchauffement, des cycles de refroidissement. N'oublions pas qu'on a eu sur Terre des glaciers qui allaient jusqu'à Lyon, et puis voilà, puis maintenant ils n'y sont plus. Donc on a vraiment des cycles dont il faut tenir compte. Donc peut-être que ça recèle énormément de surprises. Peut-être que finalement l'activité humaine est simplement quelque chose qui aggrave ou qui accélère. Mais peut-être que ce n'est pas forcément même la cause fondamentale. On n'en sait rien. On dit, c'est décourageant, alors ça ne sert à rien de... Si, ça sert. Bien sûr que ça sert. La Terre est un être vivant. Par conséquent, comme tout être vivant, et comme tout être de conscience, la Terre évolue. Même si pour nous, la Terre, on pourrait presque imaginer, vous voyez, entre guillemets, que ça pourrait être une espèce de Dieu, c'est-à-dire d'être conscience immense. C'est néanmoins une conscience qui évolue comme toutes les consciences de l'univers. Aucune conscience n'est stable. Chacun apprend. Et donc la Terre évolue. Et elle évolue grâce aussi à l'action de tout ce qui vit sur elle. C'est par l'évolution des humains, des animaux, des végétaux, des minéraux, que tout évolue. Et donc à chaque fois que nous évoluons, nous faisons aussi évoluer la Terre. Et chaque fois que la Terre évolue, ça se voit sur son corps physique. Comme nous. Nous, chaque fois qu'on évolue, chaque fois qu'on a un problème, chaque fois qu'on coince, ou chaque fois qu'on vit quelque chose, ça se voit sur notre corps physique, ça bouge. Par conséquent, il faut s'attendre à ce que sur la Terre, il y ait énormément de changements suite à ces évolutions de conscience. Regardez, la Terre a déjà changé souvent d'axe. Le pôle Nord n'a pas toujours été le pôle Nord, et puis il y a souvent eu des basculements complets. Les espèces se sont déjà éteintes 5 fois. Il y a 5 grandes extinction d'espèces végétales et animales. Et à chaque fois, on s'en est remis. Ça bouge sans arrêt. Donc il faut arriver à se rendre compte que finalement, toute évolution de conscience de cet organisme fabuleux avec lequel nous évoluons ensemble, eh bien, amène forcément des impacts sur le corps physique. Obligatoirement, rien n'est stable. Intéressons-nous simplement au mot climat. Pour nous maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le climat? Maintenant, c'est la météo. Mais fondamentalement, le climat, ça ne voulait pas dire ça. Le climat, c'est une ambiance. On parlait justement du climat d'une région. Ce n'était pas du tout le temps qu'il y faisait, c'était l'ambiance qu'il y avait. D'ailleurs, on l'utilise encore beaucoup en parlant du climat social, du climat politique, du climat de ceci, du climat de cela. On l'utilise vraiment dans son vrai sens. Eh bien, si on l'utilise dans son vrai sens, il faut arriver à se rendre compte combien le climat change, mais à tous les niveaux. Alors bien sûr, les scientifiques vont vous dire, c'est évident que le climat change, mais le problème, c'est pas qu'il change, il a toujours changé sur Terre, mais c'est qu'il change très vite. Ah oui. Mais jamais le climat de l'humanité n'a changé aussi vite. Jamais on a changé de conscience aussi rapidement. Regardez combien dans les temps anciens, la conscience était quasiment la même pendant des centaines et des milliers d'années. On bougeait très lentement. Le climat social, c'était très lent. Regardez la vitesse maintenant. Il y a un siècle, on était en pleine guerre de 1914-1918. Vous voyez le bouleversement. Vous voyez le climat, comment le climat social, le climat psychologique, le climat scientifique, le climat technologique, le climat international, tous ces climats changent. Et le climat météo ne changerait pas. Mais au nom de quoi? Au nom de quel séparatisme? Il est évident que si tous les climats de ce qui vit sur Terre changent très vite, comme ça n'a jamais changé aussi vite, il est normal que le climat change encore beaucoup plus vite. Ça va de soi, ça va avec. Tout ça, c'est relié. Alors on dit, il y a de fortes chances donc qu'on aille effectivement vers des catastrophes. Oui, bien sûr, mais alors l'intérêt? Mais l'intérêt, c'est qu'on aura développé tout ça. L'intérêt, c'est qu'effectivement, nous, humanité, si on est un petit peu moins centré sur nos vérités, et qu'on se dit, il est grand temps que, quand on voit souvent le climat d'égoïsme sur Terre, il est grand temps de changer de climat, à tous les niveaux. Quand on aura travaillé un petit peu plus sur les frontières, sur nos extrémistes, sur nos affirmations, sur nos vieilles pensées fossiles, sur le monde de l'énergie, sur le monde de l'avoir, sur justement la circulation des idées, sur la circulation du monde, sur une nouvelle éducation, à l'ensemble, sur des pouvoirs reliés à un plan planétaire, à nos croyances qui deviennent de plus en plus une autonomie de pensée, sur nos justes relations et le transnationalisme. Si nous travaillons tout ça, nous serons parfaitement prêts à accueillir dans les meilleures conditions tous les bouleversements qu'il pourrait y avoir. C'est vrai que tous ces bouleversements pourraient amener beaucoup de changements. Et alors,
On pourrait accueillir ça d'une manière complètement nouvelle. Alors qu'actuellement, c'est vrai qu'on le vivrait très mal si ça se passait demain. Mais si nous changeons et si nous faisons toute cette transformation de conscience, alors oui, les choses seront véritablement extrêmement évolutives pour tous. Alors est-ce que la Terre est vraiment en danger? Ben non. La Terre elle-même, elle n'est pas en danger. Elle ne craint rien, la Terre. Je vous disais tout à l'heure, il y a eu tellement d'extinctions, de changements, etc. Les continents ont été tellement bouleversés. Les continents n'étaient pas comme ceci avant. Plus tard, ils ne seront pas comme ça non plus. La Terre elle-même n'est pas en danger. Ce qui est en danger, c'est la Terre administrée par l'humain. Ah oui, la Terre telle qu'elle est pensée actuellement par l'humanité, la Terre telle qu'elle est organisée actuellement par l'humanité, et que l'humanité crève de trouille que ça change. Ah oui, celle-là, elle est très en danger. C'est vraiment cette terre-là, organisée de cette manière-là, oui, elle est en danger, et tant mieux. Parce que franchement, ce n'est pas forcément quelque chose de très intéressant à voir. Ces mondes d'égoïsme, ce monde de séparatisme, ce monde dans lequel les riches sont toujours plus riches, ou les séparés de plus en plus, chacun dans sa frontière, il va peut-être changer de climat. Et c'est à nous d'amener ce changement de climat. Mais vous voyez, il ne faut pas prendre finalement le bouleversement terrestre qui pourrait arriver comme une catastrophe. Encore moins comme une punition parce qu'on aurait péché ou je ne sais pas quoi, mais simplement comme le résultat de notre bon travail à tous. Dans la mesure où chacun d'entre nous, nous changeons le climat intérieur dans toutes ces problématiques fondamentales, alors c'est toute l'histoire de la planète qui change. Et naturellement, les ajustements du point de vue du climat, des continents, etc., c'est simplement donc quelque chose qui est la phase finale, la phase matérielle, la base du triangle. Mais parce que nous aurons tous bien travaillé. Voilà. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est de se dire que finalement c'est très chouette. Parce que le destin de la Terre, notre destin est entre nos mains. C'est à nous. Et ce n'est pas quelque chose de fataliste. Ce n'est pas quelque chose, vous voyez, c'est des cataclysmes qui viennent du ciel ou on n'est pas où. Tout ça, c'est une histoire dont nous faisons partie. Nous faisons complètement partie de cette histoire. Et quand on médite, on dit souvent qu'on ne médite pas pour nous-mêmes. Exact. On médite par rapport à l'ensemble, on médite pour faire progresser l'ensemble. Et qu'à chaque fois que nous-mêmes nous pénétrons un peu plus vers la pointe du triangle, eh bien forcément, nous répondons à un moment donné à l'un ou l'autre de ces problèmes, à l'un ou l'autre de ces défis. Et tous ces défis, ils s'affichent finalement à la fin comme quelque chose qui est une solution écosophique. Une solution à laquelle nous participons tous, finalement créer un nouveau monde, tous ensemble.